Lors du jour de cette présentation, c'est d'abord, compte tenu finalement de cette crise liée, on va dire, au Covid, et qui a eu des répercussions fortes sur les problématiques d'épandage, notamment des évolutions contraignantes en termes réglementaires sur les modalités d'épandage qui ont dû s'appliquer de manière manu militari dès le mois d'avril. Donc, il nous a paru intéressant de pouvoir faire témoigner la SAID. Alors, pourquoi la SAID? Parce que déjà, c'est un secteur, c'est un industriel important dans le domaine du compostage de la région d'Artois, que nous connaissions bien, et qui connaît la dynamique de ces questions, puisqu'il a de nombreux sites de compostage aujourd'hui en France. Et nous nous sommes dit, ben voilà, d'avoir le témoignage d'un de ces acteurs serait pertinent. Pour clarifier les choses, il n'y a pas de lien financier de quelque niveau que ce soit entre la SAID et le S3PI. C'est vraiment un témoignage d'un industriel que nous suivons, on va dire, en tant que Dréal, dans la région d'Artois. Dans un deuxième temps, donc, nous aurons des échanges et des questions-réponses en présence d'Alianor Descours, qui est la chef du bureau des biotechnologies et de l'agriculture à la DGPR. Alianor donc, a été, on va dire, une des chevilles ouvrières qui a conduit à l'élaboration des textes qui ont été rédigés donc, en avril. Et donc, elle pourra nous répondre à un certain nombre de questions et peut-être nous faire quelques annonces intéressantes sur l'avenir. Voilà, tout le monde est intéressé, notamment pour savoir si ces contraintes réglementaires vont perdurer longtemps. Et nous avons aussi la chance et l'honneur de recevoir Patrice Bizet, le responsable du service activité économique de l'Agence de l'eau, qui nous dira également comment l'Agence de l'eau a prévu de s'inscrire dans cette dynamique qui est quand même contraignante, on va dire, en termes finalement d'évolution des modalités d'épandage. Sur le plan matériel, voilà, nous avons et nous mettrons sur notre site internet l'ensemble des éléments de support qui ont servi à l'élaboration de ce webinaire. Alors, vous voyez, il y a un certain nombre de textes, c'est-à-dire l'arrêté du 8 janvier 1998, qui est l'arrêté, on va dire, fondateur des problématiques d'épandage pour les steppes urbaines. Il y a des avis d'ANSES qui ont contribué, on va dire, à faire évoluer la réglementation au niveau ministériel. Avis d'ANSES du 27 mars, avis d'ANSES du 17 avril. Je crois savoir qu'il y en a d'autres qui sont trop courts, mais ça, je laisse la primeur aux gens qui sont plus compétents que moi pour en parler. Donc, il y a l'instruction de la DGPR du 23 avril 2020 qui est présent. Il y a l'arrêté du 30 avril 2020 qui est également qui sera joint. Il y a une fiche cendre sur les coliformes thermotolérants qui définit un peu la dynamique de la mesure de ces bébêtes, on va dire ça comme ça. Et enfin, il y a une foire aux questions qui est également jointe. Donc, on a mis la plus récente qui est celle du 23 juin. Vous voyez, elle date de 2 jours. Et donc, cette foire aux questions, c'est environ 50 questions auxquelles, on va dire, il a été répondu à travers des échanges avec les professionnels de l'épandage et le ministère de l'Environnement afin de clarifier toutes ces dynamiques. Alors, je le rappelle, vraiment, c'est important, nous sommes dans la sensibilisation et l'information. Une fois que vous aurez finalement digéré tous ces éléments, il est clair que ce qui est important, c'est si vous avez des doutes, si vous avez des demandes de précision, il sera pertinent, si nécessaire, de vous enquérir de l'avis des seules autorités compétentes en la matière, on va dire, du suivi. Il s'agit, si je puis dire, de votre service d'inspection préféré qui ne manqueront pas de répondre à toutes les questions que vous soyez susceptibles de pouvoir vous poser. Voilà, je vais à présent passer la parole à Alexandre Segui, qui est directeur commercial de la SAID Environnement. Allez-y, Alexandre. Merci beaucoup, Jean-Marie. Merci beaucoup pour votre invitation. Et on est très honoré d'être ici à ce premier webinaire. En fait, donc, la société SAID est une société qui est au cœur de l'Artois depuis plusieurs années, puisqu'elle a été fondée en 1979 dans des communes voisines d'Arras, à Borins précisément, et aujourd'hui son siège est toujours à Arras. Sa direction régionale pour la grande région nord-est chez nous est à Bapaume, et une de nos principales installations de compostage et de méthanisation est située à Graincourt-les-Avrincourt, donc sur la route nationale 30 entre Bapaume et Cambrai. Je pense que si vous l'avez emprunté, cette route-là, vous n'aurez pas manqué de noter la présence de ce site. Alors, aujourd'hui, SAID est une société d'envergure nationale avec 400 salariés en France, plus de 35 installations donc de compostage et de méthanisation, mais aussi des usines de production d'engrais, et est un acteur très important dans le domaine de la valorisation agronomique des déchets, et principalement des déchets organiques.
Alors, en termes de témoignages, si vous voulez, la pandémie du Covid-19 a eu des conséquences particulièrement inattendues sur notre activité. Alors, comme tout le monde, hein, de toute façon, tout le monde a été surpris par le confinement et ça a impacté très lourdement beaucoup d'entreprises. Et pour témoigner ce qui s'est passé sur les boues, en fait, on a eu 3 vagues à gérer et nous gérons encore un certain nombre d'éléments aujourd'hui. Nous sommes en plein dedans. La première vague, suite à l'arrêt du confinement, a été de gérer l'absence de déchets verts. En fait, je m'explique, le compostage est une filière auquel recourent de nombreux industriels et surtout de collectivités, le compostage de boue. Et pour composter des boues, on a besoin de déchets verts. Or, le confinement s'est accompagné d'une fermeture des déchetteries et d'un arrêt bien souvent des collectes en porte-à-porte non prioritaires dans lesquelles il y avait les déchets verts. Et le confinement est arrivé à partir du 16 mars, à la période, la fin de l'hiver, où nos stocks de déchets verts sont quasiment à zéro. Et donc, pour continuer à délivrer le service, pour pouvoir continuer à composter les boues, en particulier les boues de stations d'épuration urbaines, parce que vous avez noté que dans toutes les communes, on a continué à tirer la chasse. Parce que pour les boues, parce que pour l'agroalimentaire, qui sont également des clients significatifs chez nous, les usines agroalimentaires ont généralement continué à fonctionner pendant cette période. Eh bien, il fallait bien entendu assurer le service. Et pour ça, on avait un besoin très important de déchets verts et les collectes étaient arrêtées. Donc, il a fallu aller chercher des déchets verts partout, chez des plateformes qui ne faisaient que du déchet vert, qu'on a fait réouvrir avec des partenaires. Des clients nous ont aidés. Également, les ministères nous ont aidés en incitant les communes fin avril, à partir de la mi-avril, à essayer de réouvrir progressivement les déchetteries et les collectes en porte-à-porte de déchets verts. Et en fait, les actions conjuguées de tous ces acteurs nous ont permis, je dirais, de passer les 8 semaines de confinement et jusqu'au point de retrouver une activité normale sur le compostage et de prendre l'ensemble des camions de boue qui nous ont été proposés par nos clients. Mais ce n'a pas été simple et pour être clair, ça a été extrêmement coûteux. Ça, c'était la première vague, je dirais, liée au confinement et à la pandémie. Les deuxièmes vagues et la troisième vague, ce sont les mesures réglementaires sur les boues urbaines, d'une part, et sur les boues industrielles. Et donc, je vous réexpliquerai ce qui s'est passé un petit peu plus tard sur les aspects réglementaires. Juste un point sur les fondamentaux du retour au sol des boues, soit sous forme directe, soit après compostage. Rappelez en 2 diapositives les bénéfices et comment sont gérés les risques aujourd'hui. Ça, c'est toujours important de rappeler les fondamentaux. Et alors, sur les bénéfices liés au retour au sol des boues sous forme directe ou sous forme de compost, il y a 3 points. Le premier, si vous voulez, c'est les éléments majeurs que contiennent les boues, en particulier l'azote et le phosphore. Ce sont des éléments majeurs locaux qui sont extrêmement utiles pour les cultures, l'azote et le phosphore tout particulièrement. L'azote, classiquement, il est fait à partir du gaz naturel. On prend de l'azote de l'air, on en fait de l'azote minéral en utilisant du gaz naturel, donc une ressource fossile non renouvelable. Il est présent naturellement dans les boues. Le phosphore, on n'en a pas en France, du phosphore, comme du pétrole. Donc, on n'a pas de phosphore en France. Le phosphore, il vient uniquement du Maroc et de la Russie. Donc, on n'a aucune ressource en phosphore. Et on n'aura pas une agriculture performante sans azote et sans phosphore. Et donc, ce qui en découle une industrie agroalimentaire performante comme nous avons en France. Et donc, la maîtrise de l'azote et de phosphore sur notre agriculture et sur notre autosuffisance est absolument vitale. Et nous en avons en quantité non négligeable dans, de manière générale, les déchets organiques, les composts et les boues. Donc ça, c'est un point majeur qui justifie, je dirais, tout le travail autour du retour au sol de ces produits. Dans ces produits-là, les boues, les composts, nous avons également beaucoup de carbone, de la matière organique. Et ce carbone, il a un intérêt. Pourquoi? En fait, suite à la COP21 à Paris, il y a eu une initiative menée par des scientifiques et des universités sur la notion de 4 pour 1000. Qu'est-ce que c'est la notion de 4 pour 1000? Dans un sol cultivable, classiquement, il y a entre 1,5 et 2% de carbone. Ça dépend des sols, mais globalement. Eh bien, ces scientifiques nous ont dit, voilà, si chaque année, on arrivait à enrichir tous les sols cultivables de la planète de l'ordre de 4 pour 1000, on arriverait à compenser intégralement l'ensemble des rejets en gaz à effet de serre de la planète. Donc, bien entendu, on n'arrivera pas forcément à le faire sur tous les sols cultivables de la planète. Mais dans le message qui nous est donné, et CED adhère totalement à ce message et à cette initiative, ce message qui nous est donné, c'est que les sols et le stockage des carbones dans le sol peut participer de manière extrêmement significative à lutter contre le changement climatique et à stocker du carbone dans le sol. Donc, cette initiative est particulièrement intéressante. Et enfin, des choses qui nous touchent de près, puisque pendant le printemps,
dans le secteur d'Arras, il y a eu des coulées de boue liées à des fortes pluies, à des lessivages de sol qui ont, je dirais, causé beaucoup de tort dans un certain nombre de villages. Bien entendu, pour limiter l'érosion, pour limiter ces phénomènes, un des critères principaux, c'est la teneur en matière organique, donc en carbone des sols. Or, comment enrichir en sol la matière organique? Il y a bien entendu le retour des pailles. Il y a l'élevage, mais nous sommes dans des secteurs où il n'y a plus beaucoup d'élevage et on ne croit pas au retour de l'élevage dans nos secteurs. Et donc, forcément, enrichir les sols avec de la matière organique issue de ces produits, issus du recyclage, les composts, les boues et d'autres composts également, hein, est absolument primordial pour arriver à lutter contre ces phénomènes. Alors, ça, ce sont tous les effets bénéfiques qui justifient, je dirais, qu'on est bien dans un principe d'économie circulaire où les boues et les composts ont une utilité très forte. Alors, la gestion des risques. La gestion des risques, aujourd'hui, elle est liée à, je dirais, on a des enseignements liés à des dispositifs expérimentaux de longue durée, en particulier menés en Alsace par l'IRA de Colmar et l'initiative Cali Agro. Il y a eu, suite à la réglementation de 1998 sur l'épandage, il y a eu des cellules de veille sanitaire mises en place. Il y a des évaluations de risques sanitaires qui sont faites assez fréquemment. Une date, par exemple, de l'INERIS, bon, par différents organismes, mais je cite celle de l'INERIS qui date de 2014. Et cette évaluation des risques sanitaires va du reste être remise à jour là, dans les tout prochains mois, à l'initiative d'un certain nombre de parties prenantes des filières de valorisation et du devenir des boues, que sont les fédérations de collectivités, FNCCR, AMF, Amorce, mais l'Association des maires de France, donc, et puis également des professionnels du recyclage comme nous à travers leur syndicat, le CIPREA. Et en fait, toutes ces études disent globalement que, d'une part, on n'a pas relevé d'accidents. Vous savez qu'il y avait eu un fonds de garantie qui avait été mis en place, qui n'a jamais été utilisé. Et ces études, ce sont les conclusions que je vous relis, parce que ce sont des conclusions un peu scientifiques, mais le compostage et le retour au sol des boues ne présentent pas de risques inacceptables pour la santé publique et pour l'environnement. Alors, ça, ce sont les deux principes. Intérêt agronomique, économie circulaire et, bien entendu, gestion du risque et principe d'innocuité. Alors, comment s'est déroulée la période du Covid par rapport à ces notions-là? Alors, clairement, le Covid a amené un certain nombre d'autorités à se poser des questions par rapport au devenir des boues. Et l'ANSES a donc été saisie et a rendu un avis le 27 mars 2020. Et cet avis dit en substance, alors je simplifie, hein, il fait des dizaines de pages, mais globalement, il dit, voilà, on connaît quand même mal le virus, alors tout le monde en a bien conscience, hein, il y a eu le confinement, donc c'est le moins qu'on puisse dire, on connaît mal le virus, on connaît mal la manière dont il se comporte dans les fesses, dans l'eau, etc. Et donc, par principe de précaution, l'ANSES a recommandé d'hygiéniser systématiquement les boues urbaines. Et donc, ça s'est traduit avant épandage. Et donc, ça s'est traduit par l'arrêté du 30 avril 2020 qui donc recommande, préconise, enfin oblige même, hein, à l'hygiénisation des boues. Alors, cet arrêté, il porte sur l'ensemble des boues urbaines et des boues issues de stations industrielles, mais stations qui reçoivent plus d'1% d'eau usée urbaine, qui sont souvent des stations d'épuration d'usines qui reçoivent également les eaux usées de la commune voisine. Et cet arrêté a fixé deux obligations, une obligation de résultat, donc l'obligation d'hygiéniser les boues, avec le respect des articles 16 de l'arrêté du 8 janvier 1998, le retour au sol direct des boues, et avec un renforcement sur l'hygiénisation, doublement des analyses, en particulier sur les coliformes thermotolérants. Et puis, lorsque les boues étaient compostées, là, c'était tout simplement le respect de la norme qui obligeait déjà à l'hygiénisation, de toute façon. Mais en plus de cette obligation de résultat, il y avait l'obligation de moyens avec le suivi du pH lorsqu'on chauffe les boues et le suivi de la température, en particulier pour le compostage. On regardera tout à l'heure les conséquences de cet arrêté sur la gestion des boues urbaines, mais il est extrêmement significatif. Ça, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure la deuxième vague. On la gère encore aujourd'hui. Les collectivités sont obligées de la gérer avec les administrations, les partenaires, des sociétés comme nous, pour essayer de passer cette période-là. Mais on verra que c'est toujours un challenge aujourd'hui extrêmement significatif et pas simple. Après la question des boues urbaines, nous avons donc eu la question des boues industrielles, et en particulier sur les boues industrielles des industries donc, sur lesquelles la station d'épuration non seulement recevait les effluents industriels, mais également recevait les OVAN, donc des salariés qui travaillent sur les usines. Parfois c'est séparé, mais parfois c'était mis en commun dans la station d'épuration. Et donc il y a également eu là des mesures de prise à travers une instruction ministérielle du 23 avril 2020
plus souples que les boues urbaines, parce qu'il y a quand même un effet de masse qui fait que c'est majoritairement des effluents industriels, mais des instructions quand même qui ont changé aussi les filières, en particulier sur les boues liquides, la nécessité d'épandre, par exemple, par injection directe. Alors, c'est la photo que vous voyez à droite, c'est-à-dire qu'on enfouit directement les boues liquides dans le sol. Et puis, des compléments, en particulier le stockage de plus de 7 jours ou des questions de pH et de température. On ne va pas rentrer dans le détail, mais on pourra y répondre si vous avez des questions complémentaires. Ça pour les boues liquides. Et puis pour les boues déshydratées, donc les boues déshydratées, ce sont les boues pâteuses à solides, c'est-à-dire celles qui vont du yaourt à de la terre qui se tient bien en tas, donc déshydratées généralement par centrifugeuse ou filtre-presse. Et bien sur ces boues déshydratées, les épandages pouvaient se faire sur des boues non hygiénisées à condition qu'elles aient été stockées plus de 7 jours. Et si jamais les volumes des ovales étaient inférieurs à 0,1% du volume total des effluents, avec un stockage de plus d'un mois, on pouvait épandre les boues en litre. Donc il y a eu deux évolutions majeures qui ont eu lieu à la fois sur les boues industrielles et sur les boues urbaines. Et donc, la question, c'est quelles sont les conséquences et comment se gèrent les filières. Alors là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, en fait, si je prends la question des boues urbaines, les boues urbaines des agglomérations significatives avaient déjà des systèmes de traitement assez poussés, parfois du séchage thermique, parfois des boues déjà chaulées, et puis souvent les boues sont déjà compostées. Et donc dans ce cas-là, généralement, les changements n'ont pas été majeurs. Par contre, sur les boues, quoique, parfois ils ont été, parce que parfois ces collectivités produisaient des boues pâteuses non hygiénisées, et dans ce cas-là, une des solutions, par exemple, c'est de composter. Par contre, pour les collectivités de taille réduite, qui produisent par exemple des boues liquides ou cours des lagunes, là, les conséquences sont toujours compliquées à gérer. Et en particulier, parce que là, les boues sont non hygiénisées. Et donc, par quoi cela passe? Ça passe par des systèmes de déshydratation mobile, par exemple, ou ça passe par des systèmes de chaulage, de silos. Mais c'est assez complexe et parfois coûteux à mettre en place. Donc, ces systèmes ont commencé à être mis en place pour ces communes qui sont souvent de taille réduite et qui ont des moyens limités, mais le gros du travail reste à faire, alors en fonction des délais qui sont devant nous et de la durée de validité de ces arrêtés. Donc là, beaucoup d'enjeux là-dessus. Par exemple, si je prends les exemples de la déshydratation mobile, en fait, on cède à un parc de déshydratation mobile assez significatif, à peu près 25 machines, mais ce parc était déjà actif. Il n'attendait pas la pandémie du Covid pour aller sur les stations d'épuration. Il était déjà occupé. Et donc, ce travail en plus d'aller déshydrater des stations qui avaient l'habitude d'épandre des boues non hygiénisées est particulièrement compliqué. Et donc, on a quand même des moyens limités pour répondre à l'ensemble des demandes, pour l'ensemble des acteurs de la filière. Voilà. Pour les boues industrielles, il y a eu donc également des conséquences importantes. Si je prends par exemple l'exemple de l'activité agroalimentaire, une grosse partie aujourd'hui des déchets, boues, graisses agroalimentaires sont destinés aux filières de méthanisation. Et là, en fait, on s'est rendu compte qu'effectivement, l'ensemble des méthaniseurs auxquels on recourt habituellement et normalement et réglementairement ne sont pas forcément équipés de systèmes d'hygiénisation, c'est-à-dire le système qui a souvent pour traiter les sous-produits animaux avec un temps d'1 heure et de 70 degrés. Et donc, il y a eu des réflexions pour savoir comment gérer le devenir de ces boues-là en méthanisation. Alors, il y a eu des arbitrages, des réflexions menées avec les autorités locales pour regarder au cas par cas comment gérer ce point-là. Alors, je pense qu'une bonne partie des problèmes ont été réglés aujourd'hui. Il en reste peut-être, on est à votre écoute. Pour la petite histoire, donc sur notre site de Graincourt, les Havres-Graincourt, nous avons Artois Méthanisation qui a été construit en 2012 et qui est un des premiers sites en France et le premier site du Nord-Pas-de-Calais, le premier site de méthanisation du Nord-Pas-de-Calais. C'était aux prémices de la méthanisation et à l'époque, on nous avait demandé d'hygiéniser, c'est-à-dire de traiter l'ensemble du digestat pendant 1 heure à 70 degrés sur la totalité du volume, ce qui ne s'est pas reproduit après la plupart du temps dans les installations suivantes. C'était une demande un peu exceptionnelle qu'on a eue à ce moment-là. Et effectivement, là, pour le coup, pendant la pandémie, ça nous a été particulièrement utile parce que l'ensemble des produits qu'on ressortait étaient effectivement à la sortie bien hygiénisés. Voilà, d'autres filières sont disponibles. Le séchage thermique, mais il est généralement approprié pour des unités de taille particulièrement importante et des grosses stations d'épuration. Donc voilà un petit peu toutes les conséquences. On est bien entendu à votre disposition pour répondre sur des cas particuliers au cas où. Donc c'est la dernière diapo qu'on vous présente et après ce sera le lieu des questions-réponses et d'autres interventions éventuellement. Il y a eu la pandémie
liées au Covid. Il y a eu ces 2 arrêtés qui ont été pris d'une part sur les boues urbaines et d'autre part sur les boues industrielles. On est toujours dedans. La question des déchets verts est réglée aujourd'hui. Pour le compostage, toutes les collectes ont redémarré, ce n'est plus un sujet. Par contre, sur les arrêtés sur les boues urbaines et sur les boues industrielles et leur application et la mise en œuvre maintenant pour le compte des collectivités industrielles, c'est toujours un sujet aujourd'hui, en particulier pour les collectivités, où il reste énormément de travail à faire pour arriver à surmonter l'ensemble des éléments. Un dernier exemple, les lagunes. On a dans les communes rurales énormément de lagunes. Eh bien, ces lagunes, elles ont reçu des eaux du Covid et il y avait énormément de lagunes qui étaient prévues à l'épandage cette année parce qu'on avait besoin de soutirer des boues sur ces lagunes, c'est fait à peu près tous les 10 ans, pour retrouver une capacité d'épuration. Eh bien, la plupart des chantiers aujourd'hui sont annulés, ce qui signifie qu'il faudra les faire l'année prochaine, sans quoi, de toute façon, inexorablement, la qualité des rejets se dégradera dans l'environnement. Donc, produire de la boue est sain pour l'environnement. Les gens qui dépolluent, les gens qui protègent les environnements sont les gens qui produisent de la boue. Un dernier petit point sur l'échéance de juillet 2020, parallèlement, le 10 février 2020, c'est tout récent, est paru donc un article lié à la loi anti-gaspillage et promotion de l'économie circulaire qui prévoit la révision des référentiels sur l'innocuité des boues urbaines et industrielles. Pourquoi ? En fait, quand on écoute beaucoup de parties prenantes aujourd'hui qui s'expriment sur le sujet des boues de manière générale, on comprend que la réglementation date de 1998. Et les parties prenantes estiment que la réglementation est ancienne et qu'elle devrait être actualisée au gré des connaissances scientifiques et des préoccupations actuelles. Et donc, il y a eu une sensibilisation sur ce point-là pour que la réglementation soit revue sur l'épandage des boues. Et ça donne lieu à cet article, donc 86 du 10 février 2020, pour faire évoluer et se reposer un certain nombre de questions sur quel seuil demain pour les éléments traces métalliques, puisque nous avons déjà ces valeurs-là prises en compte dans la réglementation actuelle, mais comment faire éventuellement évoluer les seuils. Et puis, de nouvelles questions qui sont posées sur faut-il faire quelque chose sur les plastiques, les perturbateurs endocriniens, les hormones, les détergents, les résidus d'antibiotiques, etc. Et donc, ces questions-là vont être posées. Et l'idée, ce que nous fixe comme objectif la loi AGEC du 10 février 2020, c'est d'y répondre avant le 1er juillet 2020. Ce qui est important pour répondre à ces questions-là et pour répondre à ces nouveaux enjeux-là, c'est si possible de prendre en compte 3 facteurs. Bien entendu, c'est toujours réduire la pollution à la source, y compris les rejets dans les réseaux d'assainissement, réduire la pollution à la source, que ce soit de la part des particuliers ou des industriels. Bien entendu, promouvoir l'économie circulaire, et on a vu qu'on avait ici, avec les boues et les composts, une économie circulaire particulièrement percutante, y compris sur le point économique, c'est-à-dire que l'azote et le phosphore qu'on apporte au sol est un azote et un phosphore qui coûte beaucoup moins cher que celui qu'on va acheter à l'étranger, et donc c'est quand même intéressant, environnementalement et économiquement, et puis bien entendu, en prenant en compte la notion de gestion du risque et le principe d'innocuité, quitte à le refonder effectivement dans le cadre de cette réglementation. Alors, bien entendu, notre point de vue, c'est qu'avec l'ensemble des parties prenantes, on arrive collectivement, je dirais, même si c'est le ministère qui décide, on arrive à avoir et à aboutir à un texte opérationnel qui allie, je dirais, ces notions d'économie circulaire et ces notions de principe d'innocuité. Voilà pour les enjeux qui sont devant nous. Merci bien, Alexandre, pour ce témoignage fort intéressant et très riche, avec finalement plein de perspectives pour l'avenir. Moi, je propose de donner la parole à nos deux collègues qui vont œuvrer, on va dire, sur ces notions. Notamment, je parle d'Aliénor Descours, qui pourrait peut-être dire, en tant que chef du bureau à la DGPR, un petit mot sur la manière dont elle a vécu les choses et quelques perspectives. Et ensuite, on pourrait donner la parole à Patrick Bizet de l'Agence de l'eau, qui pourrait nous formuler quelques peut-être nouvelles en termes d'accompagnement de l'Agence de l'eau sur cette dynamique liée à la problématique des modalités d'épandage qui viennent de changer. Alors, la parole peut-être maintenant à Eleanor, si elle peut prendre la main. Oui, bonjour à tous. Merci Jean-Marie, merci de m'avoir invité à ce webinaire. Donc, moi, je suis à la Direction générale de la prévention des risques et donc, comme tout le monde, on a vu, ça s'est vraiment fait par étapes, en fait, cette histoire de boue. Ça a commencé avec le sujet des boues urbaines. On a commencé à dire qu'il y avait peut-être du virus qui résistait dans les selles humaines. Donc, c'est finalement la Direction de l'eau et la biodiversité qui a été en première ligne. Donc, il faut voir qu'en fait, le traitement des boues, c'est 2 réglementations
en parallèle, il y a la réglementation, la loi sur l'eau, donc qui est gérée par la Direction de l'eau et de la biodiversité, qui va concerner les boues de stations d'épuration urbaine. Et il y a la réglementation ICPE, donc installation classée pour la protection de l'environnement, qui va concerner les boues issues de stations d'épuration industrielles. Donc en fait, comme on a ces deux réglementations parallèles, c'est pour ça que du coup dans le chat, je disais, mais est-ce qu'on est sur des boues industrielles, des boues de steppe urbaine, parce que c'est pas les mêmes contraintes qui vont s'appliquer. Et voilà, donc d'abord, c'est surtout les boues urbaines qui étaient dans le viseur. Et puis, en fait, à force d'échanger, puis on s'est rendu compte petit à petit que non seulement il y avait des stations d'épuration industrielle qui aussi traitaient, dans le cas des petites communes à la campagne, qui pouvaient traiter des eaux usées urbaines. Donc là, il fallait les prendre en compte. Et puis après, on s'est rendu compte aussi que dans les stations, dans les sites industriels, il pouvait y avoir un seul circuit, un même circuit de traitement des eaux industrielles et des eaux usées des sanitaires du site. Donc voilà, donc on a un peu une réglementation, je ne sais pas, hyper illisible, qui est un peu venue par étapes au fur et à mesure qu'on découvrait des nouveaux problèmes. Donc nous, l'administration, on a été là pour déjà essayer de fixer un cadre qui soit le plus proportionné possible. Et c'est pour ça que pour les boues industrielles, on a essayé de mettre des mesures un peu moins contraignantes que pour les boues urbaines. C'est pour ça qu'on n'impose pas l'hygiénisation. On a tenu compte de l'ANSES et puis voilà, on a co-construit on a mis en place un petit groupe de travail avec les industriels pour essayer de mettre en place des mesures qui, en même temps, maximiser la sécurité sans trop peser sur les industriels. Et on a abouti donc à la fois à cet arrêté du 30 avril et à cette instruction des GPR du 23 avril. Donc pour la suite, la question peut-être que beaucoup de monde se pose. Donc évidemment, ces instructions et ces arrêtés, ils ont été construits rapidement dans l'urgence au moment du démarrage de l'épidémie en France. À ce moment-là, on n'avait aucune idée de combien de temps ça allait durer. On était plutôt dans une optique de court terme. Bon, malheureusement, comme vous savez, l'épidémie, même si le virus circule beaucoup moins, l'épidémie est toujours là. Il y a des nouveaux cas tous les jours. Donc, on attend de voir si on attend un avis de Santé publique France pour savoir si on peut considérer que l'épidémie est terminée, mais c'est peu probable, hein, car a priori, le critère, c'est 15 jours d'affilée sans aucun nouveau cas. Donc, vous en doutez qu'on en est loin. Donc, les restrictions, elles ont vocation à perdurer dans la durée. Néanmoins, on est en train de voir avec la direction de l'eau et de la biodiversité si on peut les assouplir, notamment pour tenir compte de la connaissance qui évolue, qui s'approfondit, et notamment d'un tout dernier avis de l'ANSES qui est daté du 19 juin, donc je ne pense pas que vous en ayez tous déjà connaissance, qui ouvre une porte à faire des tests, des tests PCR pour voir si on trouve du génome dans les boues. Donc, c'est une piste qu'on va explorer côté administration et qui mènera sans doute à une révision de l'arrêté du 30 avril pour ouvrir une nouvelle possibilité d'épandage des boues sans hygiénisation. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais merci. Merci bien, Aliénor, pour ces précisions et merci pour ta contribution. On peut peut-être passer la parole maintenant à Patrice Bizet qui pourrait peut-être nous dire un petit mot, on va dire, sur le positionnement de l'Agence de l'eau par rapport à cette problématique. Et puis ensuite, on répondra à quelques questions qui sont posées durant les échanges. Patrice, je ne sais pas si vous pouvez prendre la parole. Merci. Donc merci pour l'invitation. Et puis c'est pour nous l'occasion de présenter le dispositif qui a été mis en place afin d'accompagner les collectivités et les vidangeurs dans les surcoûts liés au traitement des boues non hygiénisées. Donc en fait, depuis le 7 mai, on a mis en place un premier dispositif qui court jusqu'à demain, et à partir de demain, si le CA le valide, ce sera prolongé jusqu'au 31 décembre. C'est un dispositif qui tend à prendre en compte les surcoûts liés au transport pour regroupement et mélange, ou alors les surcoûts liés au chaulage des boues liquides dans les silos par ajout de chaud. Donc là, en fait, on propose un forfait de 10 € par mètre cube. Et puis par ailleurs, on a mis en place également un forfait qui prend en compte les surcoûts de traitement et ce forfait est de 45 € par mètre cube. Donc là, les cibles, ce sont les collectivités, notamment les traitements de stations urbaines.
Et par ailleurs, on a également un dispositif d'aide à destination des vidangeurs agréés. Et donc, ce dispositif porte, enfin, donc vidangeurs agréés pour tout ce qui est boue de station non collective. Et donc là, on a pour les surcoûts transport traitement un forfait de 30 € par mètre cube. Donc, pour en bénéficier, c'est simple. C'est le dispositif Artois Picardie. Hein. J'ai entendu tout à l'heure qu'il y avait des personnes qui participaient à ce webinaire qui relevaient d'autres bassins, notamment du Sud. Toutes les agences ont mis en place des dispositifs qui ne sont pas forcément les mêmes. En tout cas, pour Artois Picardie, le dispositif est consultable sur notre page Internet o-artois-picardie. Sur la première page, il y a une fenêtre d'accueil spéciale Covid par rapport au avec tous les éléments nécessaires pour faire un dépôt de demande. On est sur un système simple, comme je vous l'ai indiqué, avec du forfait, de manière à favoriser une instruction rapide et un versement rapide des fonds. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Bon, là, j'ai regardé un peu rapidement parce que ce n'est pas si simple que ça quand il va falloir qu'on travaille la question. Les quelques questions qui ont été posées par le chat. Alors, pour l'instant, il n'y a personne qui a levé la main pour pouvoir prendre la parole, etc. C'est dommage, mais c'est comme ça. Donc, moi, j'ai relevé des séries de questions sur des échanges que vous avez pu avoir avec votre inspection et pour lesquels Aléanor a apporté des éléments de réponse. Et donc là, les choses se clarifient bien avec l'instruction. Et je pense que, comme l'a dit Aléanor, ça devrait rentrer dans l'ordre pour l'industriel concerné. Alors, ça, c'est la première série de questions. Et il y a eu des réponses directes, ça fait plaisir. Les solutions sont déjà trouvées. Ensuite, on avait une question, un type de questions sur notamment comment faire pour l'hygiénisation des boues après station de compostage, après station de méthanisation. Alors là, peut-être que oui. Alexandre peut répondre. Oui, on a eu le cas plusieurs fois dans la région, parce que c'est ce que je vous ai expliqué, hein, vous savez, sur le fait que tous les sites de méthanisation ne sont en fait pas équipés d'une hygiénisation pasteurisation, donc ce qui est réclamé pour les sous-produits animaux, c'est-à-dire 70 degrés pendant 1 heure. C'est même assez rare. Et donc, par contre, quand on prend un petit peu de recul, en fait, par rapport à la réglementation boue industrielle, on s'aperçoit que si on épand par injection directe, on a bien généralement un stockage de plus de 7 jours sur les installations de méthanisation, puisqu'on a généralement de stockage de 3 à 6 mois. Et donc, ce qui a été trouvé en collaboration, alors nous, on s'en est occupé pour nos clients et en collaboration avec les autorités de tutelle, soit les DREAL, soit les DDPP, il y a eu parfois donc, des éléments de trouver. Et en l'occurrence, là, en accord avec la DDPP, effectivement, les boues ont pu continuer à être livrées sur ces sites-là parce qu'il y avait bien l'épandage par injection directe et après, donc, bien un stockage de 7 jours. Donc, il y a des solutions qui peuvent être trouvées, mais toujours en adéquation avec l'autorité de tutelle du site de méthanisation. Voilà. C'est comme ça que ça s'est passé. Nous, on est là pour donner de l'information, de la sensibilisation, mais il est clair que quand il y a des questions un peu techniques qui se posent et spécifiques à une installation donnée, n'hésitez pas à contacter votre inspecteur qui pourra faire remonter cette question s'il n'a pas les éléments de réponse et qui pourra également, on va dire, vous apporter la réponse officielle de l'autorité, on va dire, compétente en la matière. Parce que vous remarquerez que les textes sont conduits quand même à une foire aux questions que vous allez pouvoir découvrir à travers la consultation qui est sur notre site internet. Donc, vous allez voir qu'il y a 47 fiches questions-réponses liées notamment à l'application de cette réglementation qui montre la complexité liée, on va dire, aux problématiques administratives, techniques, etc., qui se posent à travers des changements de cette nature. Et on peut comprendre que ces changements liés à la précipitation ont conduit, on va dire, à un certain nombre de confusions. Deuxième type de question, et ça c'est une question un peu, on va dire, un peu récurrente, un industriel qui demande comment établir un plan d'épandage, comment pouvoir valoriser ces boues de station d'épuration à travers un plan d'épandage dans le cadre d'une nouvelle installation. Voilà, je dirais que c'est relativement facile comme réponse. Hein. Il y a un encadrement réglementaire qui existe. Hein. Il convient, dans le cadre de son dossier de demande d'autorisation en lien, on va dire, avec les procédures installation classée usuelles, d'établir, on va dire, toute la dynamique montrant l'innocuité de ces boues, les caractères agronomiques des boues, et de développer un plan d'épandage. Et il y a des professionnels qui sont compétents sur ces questions-là. Bon, j'en ai un à mes côtés, mais ce n'est pas le seul, hein, on va dire ça comme ça. Donc, il y a bien des possibilités qui sont offertes à cet industriel pour pouvoir, en quelque sorte, réussir à valoriser ces boues de manière optimale.
des questions relatives notamment à l'innocuité des paramètres microbiaux, notamment on a parlé des coliformes thermotolérants. Qu'est-ce qu'il en est des paramètres microbiaux? Est-ce que les choses ont évolué, pas évolué? C'est la question d'Emmanuel Adler que je salue. Alors effectivement, on s'est posé la même question, c'est-à-dire que la loi anti-gaspillage et économie circulaire, elle pose tout un tas de questions sur les boues, mais c'est vrai qu'elle n'avait pas posé la question d'hygiénisation des boues. Et en fait, elle est arrivée 2 mois après, et c'est aujourd'hui la principale mesure contraignante sur la valorisation agronomique. C'est vrai, c'est un peu un paradoxe. Alors, pour l'instant, effectivement, l'arrêté de 98 s'applique dans son entièreté. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une analyse initiale pour caractériser le process et savoir si le process est bien hygiénisation à travers la mesure de teneur sur les entérovirus, les œufs d'helminthe et d'autres paramètres, et les coliformes. Et ensuite, en fonction de cette première teneur sur les coliformes, on vérifie, comme tout bon industriel, si semaine après semaine, mois après mois, on caractérise que notre process est bien toujours hygiénisant à travers uniquement sur la mesure sur les coliformes. Voilà comment ça fonctionne aujourd'hui principalement, sachant qu'avant, c'était tous les 15 jours pendant la période d'épandage, et ça a été renforcé toutes les semaines. Bon. Et comment va évoluer cet aspect sur la microbio? Je dirais qu'aujourd'hui, les composts sont hygiénisés quand ils sont épandus dans les champs. Toutes les boues ne sont pas hygiénisées. En fait, on s'est même rendu compte que peu de collectivités et d'industriels revendiquaient le caractère hygiénisé des boues, parce que quand on a des boues non hygiénisées, on prend un certain nombre de solutions, de précautions, qui sont les distances par rapport aux habitations, 100 mètres, et les distances par rapport aux cours d'eau, 35 mètres. Et donc, avec ces distances de précaution, le fait d'épandre des boues non hygiénisées, quand on s'écarte d'un cours d'eau, quand on s'écarte d'une habitation, ne présente, selon ce qui a été défini en 98, qui à mon avis reste à peu près valable aujourd'hui, présente les garanties de précautions sanitaires élémentaires. OK. Pour autant, est-ce que ça va être revu? C'est possible. C'est possible. Est-ce qu'il y a nécessité? C'est possible. Notons quand même qu'on épand des produits dans les champs, des lisiers de cochons, des fumiers de vaches, depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Depuis que l'homme a domestiqué les animaux, globalement, on épand des produits non hygiénisés dans les champs et on continue à le faire. Et tant qu'on respecte les précautions élémentaires, les distances des habitations, les distances des cours d'eau, ça se fait dans des conditions, je dirais, correctes. Donc, ce n'est pas incroyable d'épandre des produits non hygiénisés dans les champs. Mais bon, après, c'est une appréciation qu'il faut qu'on discute et sur lesquelles l'ensemble des parties prenantes doivent se prononcer. Alors, il y a encore quelques questions, si on a encore 5 minutes. Allez-y, je les vois bien les questions. Alors, on a une question de monsieur ou de madame Daror sur « Bonjour, considérez-vous que les eaux d'industrie agroalimentaire dégrillées, décantées, aérées puis épandues sont assimilables à des boues liquides ?» Si vous restez dans la logique… Alors, Alianor peut compléter si jamais je… Bon, si vous restez… Les arrêtés ne portent que sur les boues. Donc, si vous discutez d'effluents, a priori, si ce que vous épandez est un effluent, a priori, ce n'est pas une boue. Donc, normalement, ça ne s'applique pas aux effluents. Les arrêtés ne portent que sur les boues. Si par contre, vous parlez de la partie qui a décanté dans le fond de vos bassins, ça, c'est bien une boue. Et si c'est ça que vous souhaitez épandre, oui, ça s'applique clairement. Il faut appliquer les textes réglementaires en vigueur. J'espère que c'est clair. Donc, bonjour Thomas, et vas-y, on t'écoute. Voilà, bonjour. Donc, j'en profite pour 2 questions. Est-ce qu'on a une idée de la durée de vie du Covid si jamais il est déposé sur le sol? Première question. Deuxième question, y a-t-il un risque d'émission de Covid au niveau du site de compostage? Alors, peut-être la durée de vie du Covid, ça, peut-être qu'on pourrait dire, Alianor, si tu veux bien répondre sur cette question, si tu as des infos. Oui, alors sur la durée de vie, on n'a pas d'éléments certains. Il y a plein d'études qui ont des résultats un peu différents. Ce qu'on sait, c'est que globalement, plus il fait chaud, moins le virus va survivre. Et ce qu'on sait aussi, c'est que le risque, il est vraiment sur la transmission par aérosol. Donc, c'est pour ça qu'on fait très attention à l'épandage. Et c'est pour ça que si on épand par injection directe, on vraiment minimise le risque. Donc, a priori, le risque, ce n'est pas qu'il y ait du virus dans les sols, parce que ça, on sait que le virus, il ne peut pas vivre s'il n'infecte pas un autre. Donc, il va naturellement disparaître à un moment donné. Par contre, le risque, c'est au moment de sa projection éventuelle dans les airs. Et donc, pour l'opérateur qui fait l'épandage et puis pour les riverains. En fait, sur le compostage, il y a 2 phénomènes à prendre en compte et 2 constats.
Bien entendu, vous avez raison de vous poser la question parce que, par exemple, sur les centres de compostage, souvent, au-dessus des andins, on constate l'émission de vapeur. Mais en fait, cette émission de vapeur, elle vient de la montée en température extrêmement rapide des andins. Et en fait, on la constate quand ça chauffe énormément à l'intérieur des andins. Et donc, en fait, on a bien l'effet température puisque la température dans les andins monte de l'ordre de 70-75 degrés tout de suite. Et c'est pour cela qu'on constate ce qui est bien de la vapeur. Donc, on a cela, donc, ce qui fait qu'on a bien la montée en température qui permet l'hygiénisation et extrêmement rapidement sur le compostage. Un deuxième point, qui est un point concret et pratique, hein, vous savez que chez Veolia, le président de Veolia a décidé de faire tester et analyser l'ensemble de ses salariés, ce qui a donc été fait chez CED, et donc l'ensemble des salariés qui sont au contact tous les jours de la matière, alors avec des mesures de précaution, bien entendu, hein, mais l'ensemble des salariés de chez CED a été testé, et en l'occurrence, il n'y a pas eu de détection de présence de Covid sur les ouvriers chez l'ensemble de nos sites. Donc, c'est à la fois un retour pour aujourd'hui factuel. Alors, ça ne veut pas dire que ce ne sera jamais le cas, etc. Mais voilà, aujourd'hui, les deux retours factuels que je peux vous faire. Oui, quand on constate des fumées, enfin, des vapeurs au-dessus de nos andins, c'est que ça chauffe très fort et qu'on est bien aux températures d'hygiénisation requises. Et aujourd'hui, la pratique démontre qu'il n'y a aucune alerte sur les questions. Parfait, parfait. Écoutez, merci Alexandre pour toutes ces précisions. Merci Aléonore. Merci Patrice pour nous avoir accompagnés dans le cadre de ce premier webinaire. Voilà, je pense qu'il est l'heure de clôturer la question. On ne clôturera pas les problématiques d'épandage et je pense qu'on pourra imaginer d'ici une petite année refaire on va dire, un webinaire de cette nature parce que ça me semble intéressant et ça permet, on va dire, de pouvoir apporter un maximum de sensibilisation et d'information à l'ensemble des parties prenantes. J'invite bien sûr, si vous avez des questions complémentaires et des interrogations, à vous rapprocher encore une fois de votre service d'inspection qui est là pour vous répondre et pour vous donner la réponse officielle en termes réglementaires. Voilà, et il est l'heure pour moi maintenant de vous quitter en vous remerciant de votre participation. À très bientôt. Merci.